Donc, il va falloir essayer de trouver qui est Peter Weiler et qui est le technocrate de la Banque Centrale Européenne. C'est pas facile. L'indice, c'est que Peter Weiler a une moustache. Voilà. Alors. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voulez qu'on se pousse devant? Je pensais que ça devrait aller. Alors, la présentation porte aujourd'hui sur l'analyse d'un récit. On va enlever le judiciaire parce qu'on a vu qu'il y avait différents types de récits. Donc, on va s'intéresser à la co-construction du récit sur l'indépendance de la BCE. Et on va s'intéresser aussi plus précisément à la manière dont celui-ci a été mis sous tension pendant la crise, notamment suite à la jurisprudence de la CJUE, de l'affaire dite Goweiler, donc qui en haut à gauche, c'est un député CSU allemand. Tandis qu'en haut à droite, c'est assez intéressant en termes de récit. Donc vous avez une capture d'écran tirée d'un documentaire pour enfants de la Banque Centrale Européenne sur leur site web qui explique en fait le rôle joué par la Banque Centrale Européenne. Et donc là, c'est la fin. Alors le monstre dans la bouteille, c'est le monstre de l'hyperinflation qui est apparu dans les années 20 dans une ville inconnue mais avec des colombages. Et heureusement, donc, le technocrate arrive à encapsuler le monstre de l'inflation dans sa petite bouteille. Alors, je dis ça non pas juste pour rigoler ensemble sur les dessins animés de la Banque Centrale Européenne, mais parce qu'en fait, ça capture parfaitement le récit que se fait la BCE d'elle-même, c'est-à-dire d'experts qui sont là pour avoir une mission unique, celle de contrôler le monstre de l'inflation. Alors, c'est quoi le contexte de notre article? Tout d'abord, depuis 2010, on assiste à une véritable judiciarisation de la gouvernance de l'Union économique et monétaire, qui est liée aux résistances politiques et sociales des réponses des autorités européennes à la crise. Alors, le concept de judiciarisation, il vient de Hirsch en 2008, et avec Sabine Soruger, j'ai écrit un article qui résume justement tous les case law sur les mesures liées à la crise de la zone euro dans l'ensemble des 28 pays membres de l'Union économique et monétaire. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les plaintes juridiques ont été soulevées aussi bien dans les pays créditeurs, donc ceux qui sont en bonne position financière. Pourquoi? Car ils attaquaient la logique de mutualisation budgétaire qui a commencé à émerger pendant la crise, notamment avec le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, etc., etc., mais aussi les programmes monétaires de la BCE. Et les pays débiteurs, les plaintes étaient davantage liées à la logique de conditionnalité de ces prêts financiers, donc les mesures d'austérité contenues dans les Memorandum of Understanding. Nous, on va s'intéresser à un aspect particulier qui est la judiciarisation du rôle joué par la BCE dans la crise. Alors, il y a eu deux affaires qui sont elles-mêmes liées à cette logique de conditionnalité de mutualisation budgétaire. Il y a eu l'affaire Ledra qui portait sur la participation de la BCE à la Troïka, mais aussi l'affaire Goweiler et Hall qui portait sur l'annonce et la mise en œuvre d'un programme de rachat de titres. Et nous, ici, on va vraiment s'intéresser à cette deuxième partie de la judiciarisation du rôle joué par la BCE dans la crise, c'est-à-dire celui sur la mise en œuvre de ces programmes de rachat de titres et pas sur sa participation à la Troïka. Alors, dans notre problématique, on va essayer justement de déconstruire cette co-construction en nous demandant dans quelle mesure le récit de la CJUE sur l'indépendance de la BCE suit les stratégies réputationnelles déployées par la BCE elle-même pendant la crise. Quels sont les effets d'aller-retour entre le récit que se fait la BCE sur son indépendance et les case law tels qu'ils vont être développés par la CJUE. Donc on va développer notre propos en trois temps. On va d'abord revenir sur les fondements de ce récit sur l'indépendance de la BCE et sur la jurisprudence de la CJUE avant la crise. On va s'intéresser à quels étaient les motifs des résistances allemandes notamment. Alors, on va parler de démocratie, on va parler de résistance nationale, mais là, dans un seul pays qui était l'Allemagne. Et enfin, on va essayer d'interpréter nos deux parties précédentes un peu descriptives. Voilà. Alors, premièrement, d'où vient le récit sur l'indépendance de la BCE? De manière intéressante, il a deux sources. La première source est clairement ancré dans la tradition ordolibérale allemande et le modèle de la Bundesbank. Donc c'est l'idée d'une séparation des pouvoirs entre les autorités politiques et monétaires, que les autorités monétaires doivent uniquement s'occuper de l'inflation du fait des coûts sociaux de l'inflation et de la potentialité de déstabilisation politique. Donc là on voit le stigma de l'hyperinflation des années 20, l'influence de l'école ordolibérale qui mène à ces statuts particuliers de la Bundesbank qui vont être en partie
repris dans les statuts de la BCE avec le traité de Maastricht. Mais de manière intéressante, ça serait faux de dire que la BCE, le récit sur l'indépendance de la BCE est uniquement lié à celui de la Bundesbank. Pourquoi ? Parce qu'il va être aussi lié à tout un champ théorique qui va influencer le design institutionnel de l'ensemble des banques centrales dans le monde, qu'on appelle la nouvelle macroéconomie classique. L'idée, elle est très simple, c'est-à-dire il faut que l'indépendance des banques centrales soit sanctuarisée. Pourquoi ? Pour des raisons d'efficience économique. C'est-à-dire que si l'indépendance des banques centrales est sanctuarisée, les opérateurs de marché auront confiance dans les annonces des banques centrales, qui seront donc crédibles et qui pourront mieux transmettre leur politique monétaire, et à la fin, ça permettra de réduire l'inflation. Et en fait, la BCE est vraiment à la croisée de ces deux grandes sources d'influence. Elle reprend des éléments du modèle Bundesbank, mais elle s'inscrit aussi dans un mouvement général global de diffusion du modèle institutionnel de l'indépendance des banques centrales. Finalement, ça mène à un principe organisationnel, ça suit aussi un principe organisationnel au niveau global, qui est celui d'une relation inverse entre le niveau d'indépendance et l'étendue des objectifs. Alors pour citer l'oncle de Spider-Man, en fait, plus on a pouvoir, plus on a de responsabilité. Et en fait, ça reprend cette idée. Pourquoi ? Parce que quand on a un mandat étroit, quand il s'agit juste d'atteindre la stabilité des prix, on peut juger facilement de son action et quel est le niveau d'inflation, et on peut ainsi punir ou récompenser les banquiers centraux dans l'exercice d'accountability. Quand on a plusieurs objectifs comme le plein emploi et la stabilité des prix, alors ça implique des trade-offs qui sont plus compliqués à définir, et ça va demander davantage de dialogue pour voir si les banquiers centraux ont effectivement atteint leurs objectifs. Il y a aussi une plus grande possibilité d'effets secondaires des décisions des banquiers centraux sur les autres domaines de politique macroéconomique quand ils sont autorisés à poursuivre davantage d'objectifs. Donc quand on a une institution indépendante avec plusieurs objectifs, les contrôles politique sur celle-ci devrait être plus forte, tandis que quand on a un seul objectif, on accorde généralement une grande marge de manœuvre, un pouvoir discrétionnaire à cette banque. Et donc le mandat de la BCE est complètement inscrit dans le modèle étroit, si vous voulez, dans un côté du continuum. On a clairement une priorité accordée à la stabilité des prix et un niveau d'indépendance très très élevé, clairement le plus élevé au monde. Pourquoi ? Notamment lié aux veto players qui... pour changer son mandat, par exemple la Federal Reserve, pour changer le mandat, c'est très simple, il faut un acte du Congrès. Pour changer le mandat de la BCE, il faut un changement de traité à l'unanimité des 28 États membres. Donc là, on voit que le degré de contrôle politique est vraiment différent dans les deux cas, ou pour prendre le cas de la Banque d'Angleterre doit atteindre des objectifs tels que fixés par les autorités gouvernementales. C'est le gouvernement anglais qui fixe l'objectif d'inflation de la Banque d'Angleterre, qui est ensuite jugé à partir de là, tandis que la BCE fixe ses objectifs elle-même. C'est-à-dire que c'est la BCE elle-même qui va définir sa cible d'inflation et qui ensuite va être évaluée en fonction de ses propres objectifs. Donc c'est clairement un statut d'indépendance beaucoup plus élevé que celui de toutes les autres banques centrales au monde, mais c'est aussi la banque centrale qui a les missions les plus restreintes. Donc quelque part, ça suivait cette logique. Alors on va voir comment ça s'est traduit dans la jurisprudence de la CJUE avant la crise. Ah oui. Laisse-moi 4 minutes. Donc du coup, on va revenir sur la jurisprudence. Le premier arrêt de la CJUE qui concerne la Banque Centrale Européenne, c'est un arrêt fondateur. Donc c'est l'arrêt C1100 qui portait sur une décision de la BCE d'établir en son sein un organisme de lutte antifraude. La Commission contestait cette décision. La Cour rend un arrêt le 10 juillet 2003 qui annule la décision de la BCE et donne raison à la Commission. Donc cet arrêt il est rendu en 2003, cette procédure judiciaire elle a lieu très peu de temps après la mise en place de l'euro et de la BCE. Et au-delà du comité antifraude, cet arrêt il porte sur la délimitation des périmètres de compétences entre la Commission d'une part et la BCE qui a été nouvellement créée. Afin de statuer sur cette plainte de la Commission, la Cour a dû penser judiciairement la BCE, et cet arrêt est donc fondateur en ce qu'il aborde la définition de l'indépendance de la BCE. Donc dans l'arrêt, on voit que l'indépendance de la BCE est limitée à l'atteinte de ses objectifs et que la BCE est donc sujette à la CJUE. Toutefois, l'arrêt de la Cour ne donne pas de définition claire de la stabilité des prix. Ce que disait Clément là tout à l'heure, c'est qu'il laisse une marge de discrétion à la BCE pour définir ses objectifs et donc l'objectif d'inflation de 2%.
Cet arrêt il met également en exergue la tension qui existe entre l'indépendance très forte de la BCE et le contrôle procédural qui est mené par la CJUE. Le fait que vous ayez un mandat étroit qui induit une très forte indépendance, ça rend nécessaire d'avoir une très forte accountability pour encadrer cette indépendance très forte. Comme l'accountability parlementaire de la BCE est assez réduite, le Parlement ayant très peu de moyens de contrôle sur la Banque Centrale Européenne, pour assurer une accountability consistante, il y a besoin d'avoir un contrôle judiciaire qui soit substantif, et donc qui ne porte pas simplement sur la manière dont sont prises les décisions, mais qui porte également sur le contenu de celles-ci. Et donc, le fait que le premier arrêt que la CJUE ait rendu sur la BCE soit un arrêt qui inaugure une forme de contrôle procédural, pose un problème, c'est-à-dire que le fond des décisions de la BCE la BCE n'a pas d'obligation de rendre compte du fond de ses décisions, ni devant le Parlement, ni devant la Cour de justice, parce qu'elle ne fait qu'un contrôle procédural, et pas non plus devant les États membres. On va dire qu'en conjoncture routinière, en dehors de situations de crise économique, ceci ne pose pas énormément de problèmes, compte tenu que le rôle de la BCE est strictement technique, et ce consiste à fixer les taux d'intérêt sur le marché interbancaire pour atteindre sa cible d'inflation. Le problème étant qu'on arrive dans une situation de crise économique qui change les politiques monétaires et qui donc génère un certain nombre de contestations. On constate également que tous les jugements de la CJUE qui concernent la Banque Centrale Européenne, entre l'arrêt fondateur que je mentionnais et la crise de 2008, ne portent exclusivement que sur des cas non monétaires. Donc on a trois principales thématiques, les arrêts sont listés là. Il y en a une qui touche notamment au statut des fonctionnaires et au régime des agents. On en a une autre qui porte sur la transparence et l'accès à des documents internes, donc avec la BCE qui justifie le fait de ne pas donner les documents avant la limite de 30 ans, et également un arrêt qui concerne l'attribution de marchés publics par la BCE. Donc la crise change la donne, et elle change la donne parce que, avant tout, c'est la Banque Centrale Européenne qui change sa politique monétaire. Pour répondre à la crise financière et économique, la BCE endosse un rôle de prêteur en dernier ressort, d'une part auprès du secteur bancaire et financier, afin de relancer le crédit interbancaire et d'empêcher les faillites bancaires. Donc on a une baisse des taux d'intérêt, des prêts de long terme qui sont accordés aux banques, une aide d'urgence également mise à disposition de certaines banques. Et devant la mutation de la crise financière en une crise des dettes souveraines, la BCE va devoir endosser également un rôle plus ou moins officieux de prêteur en dernier ressort, mais ce coup-ci auprès des États, afin notamment de leur permettre de se refinancer, le renchérissement du coût de la dette d'un certain nombre d'États, les menaçant d'asphyxie budgétaire. Donc on a trois programmes de rachat de dette publique qui sont lancés par la BCE. Le Securities Market Programme en 2010, l'Outright Monetary Transaction en 2012 et l'Asset Purchase Programme en 2015. Donc ce sont trois programmes successifs, sachant que l'OMT n'a jamais été mis en place, mais les deux autres l'ont été, mais trois programmes successifs que la BCE conçoit, qui visent à racheter des dettes publiques sur le marché secondaire afin de permettre de maintenir le cours des bons du Trésor des États et d'assurer une possibilité de financement de leurs dettes. Ces trois programmes constituent une rupture majeure avec l'orthodoxie monétaire qui est d'inspiration allemande, qui guidait jusque-là la BCE. C'est-à-dire qu'on a un éloignement de la BCE vis-à-vis du récit de la politique monétaire européenne tel qu'il existait depuis la création de la BCE, qui était un récit qui était axé sur un mandat étroit, une forte indépendance, mais également une politique monétaire restreinte à simplement la stabilité des prix. Alors avec ça, cette transformation de la politique monétaire de la BCE, on a un certain nombre de contestations qui émergent. Les premières, elles émergent au sein du système européen des banques centrales, donc la BCE et les banques centrales nationales. On a deux responsables importants du système européen des banques centrales qui démissionnent. Le premier, c'est Axel Weber, qui était président de la Bundesbank et donc membre du Conseil des gouverneurs, qui s'oppose au premier programme, le Securities Market Programme, qui est lancé en mai 2010, qui est le premier programme de rachat de titres de dette publique par la BCE. Weber, à l'époque, a été présenté comme le potentiel successeur de Trichet. Il marque son opposition avec ce programme et démissionne en mai 2011. On a également le chief économiste de la BCE qui démissionne en septembre 2011. Après, en sus de ces contestations au sein du système européen des banques centrales, on a également des tensions au sein du champ politique allemand. Donc, un certain nombre de contestations qui émergent au sein du Parti conservateur, donc la CDU, de CSU, avec notamment le député Peter Goweiler, qui porte un certain nombre de critiques contre le programme de rachat d'actifs. On voit que ces critiques sont également reprises par des intellectuels, des universitaires, des membres du patronat allemand. Et ces contestations des programmes de rachat de titres de dette publique amènent également à une recomposition au champ du champ politique allemand avec la création du parti Alternative für Deutschland. C'est-à-dire que l'AfD est née quand même de deux branches paradigmatiques, l'un qui était essentiellement identitaire, mais également un paradigme économique de défense de l'orthodoxie allemande contre les politiques budgétaires et fiscales menées pendant la crise. Un des cas qui illustre cette dynamique, c'est le cas de Bernd Lücke, qui est un professeur d'économie allemand à l'université de Hambourg, qui va rejoindre l'AfD dès sa fondation en 2013 et qui participera à la judiciarisation de la politique monétaire.
Enfin, on a une troisième catégorie d'acteurs qui se mobilisent contre ces programmes de rachat d'actifs, qui sont des entrepreneurs de cause, c'est-à-dire des activistes judiciaires qui contestaient l'intégration économique, l'intégration européenne, quasiment depuis sa fondation. Donc on a un certain nombre de personnes qui avaient introduit des recours en constitutionnalité devant le tribunal constitutionnel allemand dès le traité de Maastricht, mais également le traité de mise en place de l'euro, le traité constitutionnel européen et également le traité de Lisbonne. Ces personnes, ces activistes judiciaires comme on peut les appeler, parmi eux on compte donc Peter Goweiler, le député de CSU qu'on vous a montré sur la première slide, mais aussi Karl Schatzschneider qui est un professeur de droit public, Wilhelm Henkel qui est un économiste, Dieter Spethan, et également Marcus Kerber qui est un avocat qu'on a retrouvé dans l'essentiel de toutes ces procédures-là, de ces recours devant le tribunal constitutionnel. Donc ces entrepreneurs contestent la politique menée par la BCE. Pour ce faire, ils nouent des alliances avec d'autres types d'acteurs, donc notamment avec le groupe parlementaire de Die Linke, également avec l'association Mère Démocratie, ainsi qu'une ancienne ministre de la Justice du SPD, ce qui confirme l'hypothèse élaborée par Fontan et Sauerger du fait que dans le cadre d'un gouvernement de coalition entre le centre-gauche et le centre-droit, le recours à la contestation par la voie judiciaire est accru étant donné qu'on a un blocage dans le champ politique. Face à toutes ces contestations, la BCE déploie une stratégie réputationnelle destinée à préserver son récit initial, c'est-à-dire que la BCE présente les dispositifs de rachat de dette publique qu'elle a mis en œuvre comme étant des dispositifs techniques visant à assurer la bonne transmission de la politique monétaire dans le respect de son mandat. On nous amène du coup sur les procédures et les cas concrets de judiciarisation de la politique monétaire. Donc, vous avez les trois principaux programmes, le SMP, l'OMT et l'APP. Ces trois programmes ont fait l'objet de contestations systématiques de la part des entrepreneurs de cause que je vous évoquais là tout à l'heure. On a à chaque fois des recours devant le tribunal constitutionnel allemand, mais également devant les juridictions européennes. Dans le cas du premier recours, le tribunal constitutionnel allemand le rejette comme infondé et on a une ordonnance du tribunal et de la CJUE qui se prononce exclusivement sur des motifs techniques. On voit que le cas du deuxième programme est plus intéressant dans le sens où il commence dans le cadre de la justice européenne avec une ordonnance du tribunal et ensuite un pourvoi devant la CJUE qui ne fonctionne pas. L'ordonnance du tribunal ouvre la possibilité de passer par les cours nationales, ce qui est fait avec le tribunal constitutionnel allemand. Et c'est là que ça donne lieu à l'arrêt Goweiler. C'est la première fois que le tribunal constitutionnel allemand opère un renvoi préjudiciel devant la CJUE. Et la CJUE rend son arrêt en juin 2015, qui est l'arrêt Goweiler, qui valide le programme OMT. On aura également une contestation du programme APP qui passera de la même manière, d'abord devant le tribunal constitutionnel allemand, et ensuite donnera lieu à un arrêt de la Grande Cour de la CJUE. On relève quand même que ces trois programmes ont été validés par la justice européenne. Et je vais conclure en 2 minutes 30. Alors, c'est impossible, évidemment, de conclure en 2 minutes 30, mais nous, ce qui nous a intéressé vraiment, c'est l'arrêt Goweiler. Pourquoi? Parce que c'est vraiment lui qui va mettre en place la jurisprudence de la CJUE. En fait, Goweiler est repris dans l'arrêt suivant, l'APP, quasiment in extenso au niveau de sa logique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs aspects de Goweiler, notamment les relations CJUE, Cour constitutionnelle allemande. Nous, on s'intéresse vraiment à la seule dimension des conséquences de l'arrêt sur le statut d'indépendance de la BCE. On évacue les autres questions juridiques qui sont fascinantes, mais on a 6000 mots et 2 minutes pour finir l'intervention, donc on ne peut pas tout faire. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut... Quelles sont finalement les conséquences du maintien de contrôle judiciaire procédural par la CJUE? Pourquoi? Parce que c'est assez intéressant, la Banque Centrale Européenne n'est pas du tout isolée dans son changement de politique monétaire lié à la crise. Au contraire, en fait, la Federal Reserve, la Banque d'Angleterre, toutes les grandes banques centrales mondiales ont changé leur politique monétaire en réaction à la crise, donc c'est un mouvement général. Par contre, la BCE est la seule banque centrale à avoir changé ses instruments de politique monétaire dans un tel isolement juridique et institutionnel. C'est-à-dire, encore une fois, la Federal Reserve a changé ses instruments, mais le Congrès a fait un acte pour changer le cadre institutionnel de la Federal Reserve, le Federal Reserve Act. La même chose, la Banque d'Angleterre a changé ses instruments, mais le gouvernement anglais a aussi changé ses cibles d'inflation pour juger de l'action de la Banque d'Angleterre. Par contre, la Banque Centrale Européenne a changé d'instrument, mais il n'y a eu aucun autre renforcement de contrôle politique sur ses activités. Donc c'est là où, quelque part, le maintien de ce type de jurisprudence est problématique, car on n'a aucun autre instrument
pour regagner du contrôle sur la BCE quand celle-ci change ses instruments de politique monétaire. D'accord? Et c'est là où est vraiment le problème, parce qu'il n'y a aucune autre cour au monde qui juge la politique monétaire de sa banque centrale. Par exemple, aux États-Unis, les cours de district refusent d'amener les affaires qui ont lieu à la politique monétaire de la Fed à la Cour suprême, car elles jugent qu'elles n'ont pas la compétence technique pour le faire. De manière intéressante, c'est aussi ce que dit la CJUE, elle n'a pas la compétence technique de juger en substance l'arrêt de la BCE, et donc ils font confiance à l'expertise de la BCE. Il n'y a pas eu de contre-expertise à la CJUE. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la Cour constitutionnelle allemande a développé sa propre contre-expertise, et quand l'arrêt est revenu devant la Cour constitutionnelle allemande, ils ont reproché à la Cour de justice européenne de ne pas avoir développé de contre-expertise. Donc là, on voit que le récit sur l'indépendance de la BCE, qui est très lié au statut expert des banquiers centraux, commence à être légèrement mis en tension. Et voilà, je m'arrête là parce que j'ai dépassé de 30 secondes et Sophie me fait des grands yeux. Merci beaucoup.